je suis Alexandra André, la directrice de la French Tech Grand Paris. On a autour de la table et qui vont se présenter également, qui ont coporté avec moi ce livrable, Wavestone et Inskip. Sébastien et Amandine, si vous voulez vous présenter, et puis après Maxime et David. Oui, très rapidement, merci. Sébastien Roseau, moi je suis senior manager chez Wavestone et je suis en charge des activités de conseil en management de l'innovation et impliqué aussi bien auprès d'entreprises et d'industriels que d'institutionnels et de facilitateurs dans l'écosystème de l'innovation. Amandine. Et moi, enchantée, du coup, Amandine Lacroix, je suis consultante senior chez Wavestone. Je travaille sur les sujets de stratégie et management de la recherche et de l'innovation. Et je pense que j'en ai rencontré pas mal d'entre vous lors des entretiens. Amandine qui a beaucoup piloté les calls avec moi sur une grande majorité. Donc, effectivement, elle parlera à un grand nombre. Et ensuite, côté Inskip, Maxime et David. Bonjour à tous, Maxime, je suis dirigeant de Inskip. On a la chance d'accompagner un certain nombre de dirigeants et d'entreprises de toute taille, de la start-up jusqu'au grand groupe, évidemment en passant par l'ETI, autour notamment des sujets de levier de transformation et de levier de croissance qui permettent du coup de faire bouger et d'aller secouer les écosystèmes entrepreneuriaux. Et on est ravis d'avoir contribué notamment aussi avec tous les écosystèmes ETI et les programmes ETI, puisqu'on accompagne aussi un bon nombre. Voilà. David. Yes, et je finis le tour de la table. Du coup, bonjour à tous, David Fletcher. Donc, moi, j'ai participé à pas mal d'entretiens aussi avec Amandine et Alexandra sur ce livrable. Je suis un des directeurs d'Inskip. Moi, j'interviens principalement sur de l'accompagnement d'ETI à travers différents programmes, notamment des accélérateurs et la mise en place soit de stratégies d'innovation, soit de création de nouveaux business pour des ETI et aussi pour des PME et des startups d'ailleurs. Donc ravi de vous restituer ça aujourd'hui. Et on a Paul et Nathalie qui sont les deux ETI qui vont témoigner tout à l'heure, mais je propose qu'ils se présentent au moment où ils interviendront, comme ça ils présenteront aussi leur entreprise. Ce sera peut-être plus simple. Donc pour petit rappel, on a lancé, on a décidé, donc à la French Tech Grand Paris, on avait déjà fait en collaboration notamment avec Wavestone et puis avec un autre cabinet, différents livrables qui étaient sortis, mais plutôt auprès des grands groupes sur IA dans son ensemble au sein des grands groupes. Et puis ensuite, on avait fait on avait audité, échangé. Si on n'aime pas le mot auditer, c'est pas vraiment un audit, avec les DRH de grands groupes. Donc là, c'est le quatrième livrable qu'on sort. En revanche, c'est le premier sur les ETI. On voulait essayer de voir où en étaient les ETI en matière d'INO et d'IA dans leur ensemble, puisque c'est quand même le gros du tissu économique français est constitué en grande partie par les ETI et les PME, bien évidemment. Donc, on voulait savoir où elles en étaient, comment elles avançaient là-dessus. Et donc, on a lancé ça. On a mis BPI France avec nous dans la boucle en partenaire de ce livrable parce que BPI travaille quand même de façon très, très régulière et très fréquente avec les ETI et que c'était logique pour nous de les associer à ce livrable au global. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait quelqu'un de BPI qui était autour de la table. Hein. Émilie a levé la main d'ailleurs. Émilie, alors attends, je te vois pas dans la liste. Émilie, tu es là? Oui. En mute. Et il n'y a que Émilie à BPI ou pas? Je sais pas. Non, il y a également Nicolas qui est présent. Alors, je peux participer à cette étude, mais ravi d'en avoir. Émilie, on ne l'entend pas alors. Après, c'était Pascal Chudzinski qui avait laissé pas mal de trucs avec nous du côté BPI. Voilà, et donc effectivement, on est allé chercher 60 ETI de toute la France, de toute taille, tout secteur d'activité confondu, pour échanger avec eux sur 6 thématiques qu'on va vous dérouler. Et je vais laisser dans ce cadre Sébastien et Maxime. Ah, c'est bon, Émilie? Ok. Ouais, moi je vous entends, mais c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, voilà. Donc Sébastien et Maxime, à vous la main pour nous faire la récite de ce livrable avant d'avoir Nathalie et Paul qui nous font un rétex. Ok,
Eh ben, délicat exercice, hein, puisque résumer en simplement quelques minutes le travail effectué auprès de autant d'ETI sur ces derniers mois n'est pas une chose simple. On va essayer de vous donner un peu les grands sujets. Alors, dans cette découverte qu'on a eue auprès des ETI, hein, on a choisi de structurer la réflexion effectivement autour de différentes thématiques. La première, et elle doit être sur la slide suivante, concerne la stratégie. Alors, c'est un bien grand mot. L'idée, c'était surtout de comprendre en fait aujourd'hui comment était, on va dire, considérée, quelle place a l'innovation au sein des ETI. On parle beaucoup d'innovation au sein des grands groupes, au sein des startups aussi, mais finalement, côté ETI, c'est des choses qui sont moins connues. Et les premières questions, c'était comment est structurée en fait cette innovation. Et ce qui en ressort assez clairement, c'est qu'on n'a pas forcément de fonction à part entière, comme on a pu le voir ces dernières années auprès des grands groupes. On est plutôt sur des directions qui sont partagées au niveau des métiers, au niveau des équipes terrain, au niveau des opérations. On peut avoir quelques particularités, ça on l'a vu, sur des sujets, sur des secteurs à forte intensité technologique ou des secteurs où la R&D est vraiment cœur, comme la pharma par exemple, où vous allez retrouver effectivement une direction innovation, mais globalement c'est plutôt porté par de la technique et de l'opérationnel. Nous, ce qu'on en retire comme enseignement, c'est que c'est à la fois une vraie force et ça peut présenter des limites. C'est une force parce que finalement, l'essentiel de l'innovation se trouve là où il y a les problèmes, c'est-à-dire sur le terrain. Donc, on va avoir une remontée facilement autour des enjeux clients, des enjeux terrain des usines, par exemple, des équipes techniques, et ce qui permet d'avoir de la réactivité et beaucoup de pragmatisme aussi face à cette innovation. C'est-à-dire, finalement, on a de l'innovation qui répond à un problème, qui est concrète, dans lequel on envisage un ROI assez facilement. Après, en termes de limites, et ça, on a eu des discussions avec certains d'entre vous, hein, on peut, surtout dans des phases de croissance au niveau des ETI, observer des difficultés en fait de pilotage, on va dire en centrale, d'être capable finalement de restituer l'image à date de ce qu'est l'innovation, de son implication, de l'ensemble des projets. Et on l'a vu dans les discussions qu'on a eues. Ce qui peut amener à des manques, on va dire, de capitalisation ou de partage de bonnes pratiques. Et je pense que c'est là tout l'enjeu en fait des ETI, c'est de trouver un équilibre entre un modèle qui est centralisé et un modèle qui reste proche du terrain, qui fait la force justement de cette innovation. On n'a pas forcément une vocation à pousser vers la création d'une direction innovation. En revanche, on a clairement vu que des éléments deviennent assez comment dire, importants à mesure que l'ETI rentre dans des phases un peu plus de croissance, c'est-à-dire amener un pilotage léger, mettre en place quelques instances de décision qui souvent sont des instances déjà existantes, mais finalement mettre l'innovation et l'IA en fait d'une manière globale d'ailleurs sur le dessus de la pile, avoir une feuille de route, commencer à tracer des priorités, des trajectoires, ça c'est des choses qu'on a beaucoup entendues et surtout faire porter ça au plus haut niveau. On a eu beaucoup de directions générales et on les remercie d'ailleurs parce qu'on sait que le temps alloué a été important, qui finalement sont en prise directe avec ces sujets-là. On évite la bureaucratie et on a un lien direct entre finalement la stratégie d'entreprise et puis ce qui se passe globalement sur le terrain. Et puis un dernier point qui nous a aussi semblé important, c'est le contenu aussi de ces feuilles de route. On va y revenir un peu plus en détail juste après, mais on voit que ce sont des feuilles de route, comme je disais, qui sont très tournées sur le terrain, donc finalement très concrets, très relativement court terme. Et finalement, un des enjeux que peuvent rencontrer aujourd'hui les ETI, c'est comment est-ce que dans cette feuille de route, je peux y intégrer des choses qui sont de nature un peu plus prospective. Les ETI, comme toutes les autres entreprises, sont soumis à de la compétitivité, sont soumis à des grandes transformations. Donc c'est finalement comment est-ce que on peut mettre le levier de l'innovation au service de ces transformations-là. Et ça, c'est un jeu d'équilibriste qui est pas forcément simple et on l'a vu dans les discussions qu'on a pu avoir. Le sujet de la feuille de route, du pilotage léger peuvent être des éléments de réponse, ça c'est clair. Et en tout cas, dans les outils les plus avancés, c'est ce qu'on a pu voir. Et donc, avoir cet équilibre entre finalement une proximité terrain, une vision stratégique et une coordination un peu, on va dire, collective est quelque chose qui nous a semblé relativement important. Après, dernier point, vous le constaterez dans le livrable, on a aussi émis quelques recommandations, notamment envers les pouvoirs publics et puis les facilitateurs de l'innovation dans les écosystèmes. On voit bien qu'il y a effectivement un enjeu aussi peut-être sur des sujets un peu plus prospectifs et sur lesquels les ETI ont peut-être moins de moyens de mettre en place des plateformes
plateformes de veille, des plateformes de collaboration justement entre TI pour faciliter le partage de l'information et faciliter aussi, mettre en commun, on va dire, les ressources pour aller un peu plus loin que sur des horizons court terme et travailler effectivement sur des logiques de transformation, par exemple, à l'échelle de filières. Bon, je vais m'arrêter là pour laisser le temps d'aborder les autres sujets, mais évidemment, s'il y a des questions, on se tiendra disponible. Et je vais prendre la suite, puisque du coup, effectivement, on a beaucoup de sujets dans le cadre du livrable. On avait 6 axes. On va essayer de vous les présenter rapidement et de les balayer. Le deuxième axe, c'était le portefeuille d'innovation. Et pareil, je vais vous partager quelques recommandations qui sont généralisées et qui sont par contre pas évidemment applicables à certains secteurs ou à certaines ETI. Sur la question du portefeuille d'innovation, le constat, il a été assez net dans tous nos entretiens. Dans une grande majorité d'ETI, ces portefeuilles d'innovation sont majoritairement incrémentaux. Les équipes travaillent plutôt pour améliorer l'existant, ce qu'on appelle évidemment le cœur business, les produits, les services ou les procédés notamment industriels. Et cette innovation, elle est souvent portée par le terrain. Tu en parlais juste avant, Sébastien. Elles sont portées par des managers, par des directions qui sont opérationnelles et qui n'ont pas justement de budget dédié. Le point clé, c'est pas tant justement cette question d'ambition et de crantage au niveau d'une direction innovation, c'est plutôt la question de la mécanique financière, parce que du coup, des projets qui sont portés par des métiers, alors répondent aux enjeux du financement de ses propres métiers et doivent aller chercher des poches supplémentaires pour développer des innovations qui peuvent être plus complexes. Et mécaniquement, on nous a remonté aussi, dès que la pression opérationnelle ou industrielle monte, forcément, l'innovation, en tout cas l'innovation incrémentale, s'arrête assez vite. Il y a quelques innovations de rupture qui existent quand même, et certaines ETI, du coup, ont mis en place certaines directions innovation qui sont dédiées et qui s'occupent du coup de ces innovations de rupture. Mais dans la majorité des ETI avec qui on a échangé, on remarque du coup une grande absence de processus ou en tout cas de tunnels pour s'occuper de ces innovations de rupture. Et idem, certaines ETI qui sont pour le coup très matures, alors forcément soit en taille, soit en volume de chiffre d'affaires, soit en technicité de par leur secteur, elles arrivent à faire tourner du coup cette innovation à deux vitesses, innovation de rupture qui est parallélisée avec l'innovation incrémentale, avec des programmes dédiés, avec des financements dédiés, et puis avec des directions de la stratégie d'innovation et de la R&D qui communiquent plutôt bien ensemble. On pourra illustrer ça avec plaisir un petit peu après. Dernière peut-être tendance sur la question du portefeuille de l'innovation. Il s'élargit, notamment avec des projets ou en tout cas des sujets d'innovation qui peuvent être organisationnels ou environnementaux. Certaines ETI prennent un vrai pivot autour de l'innovation environnementale qui font bouger leurs modèles économiques historiques. Et finalement, on voit qu'il y a derrière la définition du mot innovation des choses qui sont assez diverses et assez différentes entre chaque ETI sur les territoires. Dans les quelques recommandations, je crois que les ETI qui se différencient le plus sont celles qui pilotent bien leur portefeuille d'innovation à la fois incrémentale et ou de rupture. Et puis, on en parlera juste après pour faire la connexion avec les écosystèmes, celles qui se dotent du coup d'une direction innovation, en tout cas d'un processus pour collaborer avec l'externe, performent un petit peu mieux que les autres sur leur thématique innovation. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous aurait été étonné de ne pas trouver cette thématique. C'est un peu le nerf de la guerre. Le financement est revenu très, très fréquemment dans nos discussions. Là tout aussi, le temps, en vrai. Ah bah, tout le temps, hein, Sacha. Là, il n'y a pas de grand secret. Là aussi, les tensions se font sentir assez rapidement. En fait, nous, ce qu'on retient, c'est que l'innovation dans les ETI est souvent financée un peu au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de budget dédié, comme peuvent l'avoir certains grands groupes. On est plutôt sur des projets qui vont être financés directement par les métiers. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, très proche du terrain. Et parfois, ces budgets vont être voilà, assez exposés, on va dire, aux aléas budgétaires et en particulier, on le disait tout à l'heure, dès que ça va être sur des technologies émergentes, des sujets un peu plus exploratoires, bah, c'est souvent ces projets-là qui vont faire les frais en général des contraintes économiques que peuvent subir les ETI comme toutes les autres entreprises. Et face à ça, finalement, bah, il peut y avoir différents leviers. Il y a des leviers évidemment de comment mieux arbitrer les budgets dans des exercices qui peuvent être effectivement assez délicats. Donc, comment est-ce que je peux arriver à trouver un équilibre dans mon portefeuille entre effectivement de la performance et puis de l'investissement lié à de la transformation.
Ce qu'on voit, c'est que finalement, les ETI ont une tendance à, puisqu'on a des budgets qui ne sont pas forcément dédiés, à financer, on va dire, au coup par coup, quoi, étape par étape, livrable par livrable. Donc, ce qui peut effectivement, pour certains projets, être adapté. Puis pour d'autres qui vont être effectivement sur du plus long cours, on va pouvoir avoir des effets un peu plus de stop and go, donc là qui vont être un peu plus délétères effectivement pour développer des choses. Et qui vont nécessiter d'avoir d'autres relais de financement. Et donc, dans ces relais de financement, on a évidemment abordé le sujet du financement public. Là, en fait, on a eu deux volets qui ont été discutés, un qui était plutôt sur les subventions, un qui était plutôt sur le crédit impôt recherche. Sur les subventions, on a été étonné. On savait que le sujet des subventions est un sujet qui est toujours un peu délicat parce que le fait de aller chercher ce type de financement implique beaucoup de moyens, alors implique déjà du temps passé, implique de passer le stade de la lisibilité des différents dispositifs et puis derrière de être raccord avec les délais d'instruction qui parfois sont pas toujours alignés avec les impératifs un peu plus court terme que peuvent subir les ETI. Donc on savait qu'il y avait un certain nombre de difficultés, ça a été beaucoup mis sur le devant des discussions, donc on reviendra un peu là-dessus. Il y a évidemment on va dire des recommandations qui en sont sorties. On a eu des verbatim qui ont été forts. Parfois, on disait finalement avoir une aide, c'est parfois plus compliqué d'aller chercher ces aides-là que de mener le projet en lui-même. Et je pense que ça représente bien un petit peu ce qui en est ressorti. Et là, on voit qu'il y a un enjeu de à la fois faciliter donc la visibilité et la lisibilité en fait des différents guichets de financement, quelles que soient les échelles, régionales, nationales, européennes. Faciliter aussi peut-être les processus de revue des dossiers, d'allocation, peut-être en se disant que des ETI comme les PME sont peut-être plus susceptibles de rentrer dans des cycles et des cycles plus courts en tout cas que ceux que peuvent supporter et soutenir les grands groupes. Donc il y a peut-être de l'adaptabilité aussi à avoir et peut-être aussi de l'accompagnement. Et on le sait, le fait de remplir les dossiers et puis le fait après derrière de devoir justifier effectivement ces financements sont aussi des sujets qui ont été largement remontés. Autre volet, et je disais il y a deux volets. L'autre volet, c'est vraiment le crédit impôt recherche. Ça, on a vraiment clairement senti que ce dispositif était central. Il apparaît vraiment comme un mécanisme très structurant sur lequel compte une bonne partie des ETI qu'on a pu rencontrer. Il compte parce que à la fois évidemment que ça apporte un levier de financement, à la fois aussi c'est des dispositifs qui ont finalement aidé aussi à formaliser les travaux de R&D, à documenter les projets. On parlait tout à l'heure de feuilles de route, ça va aussi finalement amener petit à petit aussi ces entreprises à mieux structurer, à amener des outils de pilotage sur l'innovation. Donc il y a des effets, on va dire, des externalités positives à aller chercher ce type de financement et qui reste un vrai levier effectivement de financement et de professionnalisation de l'innovation. Et ça, on l'a aussi également beaucoup entendu. Dans les ET qui présentaient un niveau de maturité un peu plus important ou en tout cas qui étaient finalement plus satisfaites du fonctionnement de l'innovation, on retient différents éléments. On retient le fait d'avoir effectivement des budgets qui sont sanctuarisés. Alors c'est un peu il y a qu'à faucon, c'est évidemment facile à dire et beaucoup moins facile à tenir dans des moments économiques un peu plus compliqués, mais on voit que par rapport à des thématiques, des transformations, notamment liées à l'IA par exemple, ce genre de choses, la logique d'enveloppe fait sens. Et puis le fait d'aller trouver des relais pour faciliter l'accès à des financements publics, là aussi nous est apparu assez évident. Et quand on parle de relais, c'est à la fois des modèles de consortium, mais c'est aussi des modèles aussi de rapprochement avec des structures type effectivement French Tech, mais aussi pôle de compétitivité et autres qui vont permettre une facilité d'accès également. Là aussi, je vais m'arrêter là peut-être pour garder du temps pour les autres piliers, mais il y aurait encore pas mal de choses à dire si on avait le temps. Voilà. Bien évidemment. Maxime ? Alors, j'enchaîne du coup sur un des thèmes qu'on a largement exploré, qui est la collaboration, les écosystèmes et toutes les relations qui peuvent être tissées entre les différents acteurs du tissu, à la fois local, régional, national et pourquoi pas même à une échelle européenne. Et puis évidemment, puisqu'on a aussi cette casquette French Tech Grand Paris, on a regardé les relations avec les startups. Le premier constat qui a été dressé, il est plutôt positif. Les ETI sont très ancrés dans un écosystème et dans un maillage qui est à la fois territorial et national assez fort, très connecté avec les pôles de compétitivité, les clusters, tous les réseaux qui peuvent être locaux, sectoriels. Et ça, pour le coup, c'est un vrai levier de compétitivité pour nous et aussi d'accès d'ailleurs à certaines expertises qu'il n'y a pas dans les ETI.
Mais de manière un petit peu plus large, si on regarde les acteurs innovants, les collaborations avec des PME ou des startups restent relativement très opportunistes parce qu'elles sont un petit peu en dehors de ce scope-là des écosystèmes territoriaux. Le constat principal, c'est que les ETI, pour innover, se concentrent majoritairement sur leurs clients et leurs fournisseurs, alors leurs fournisseurs historiques ou en tout cas sur leur chaîne de valeur, qui sont des vrais partenaires très ancrés pour innover ou en tout cas pour proposer des évolutions de leurs produits ou de leurs services à leurs clients. Et beaucoup de TI, du coup, ne vont pas forcément chercher, soit dans un cluster, soit dans une startup, des solutions qui pourraient être aussi à disposition. Et ça, pour nous, c'est probablement des grands rendez-vous manqués des ETI à ce stade. La massification, en tout cas, des relations avec les startups est globalement plutôt sous-exploitée, même si on est persuadé que ces startups ont en tout cas de quoi apporter à ces ETI. Pourquoi, si on creuse un tout petit peu, c'est pas juste une question de manque de temps ou en tout cas d'identification, je pense, de ces startups. Ça relève d'une part du point d'organisation précédent dont on parlait, avec peu de direction, innovation ou en tout cas d'organisation pour piloter du coup à la fois la recherche, mais aussi des batchs ou des portefeuilles d'expérimentation en parallèle qui avancent de manière toute différente. C'est aussi des processus qui sont, comme dans des grands groupes, parfois des processus achats notamment qui sont pas bien calibrés pour travailler avec une petite boîte de 10 personnes. C'est des budgets qui sont pas là pour réussir à travailler avec des acteurs. Et enfin, le vrai sujet évidemment, c'est la gestion du risque qui est que travailler avec une petite entreprise ou en tout cas une petite start-up, c'est trop risqué pour pouvoir ensuite passer à l'échelle à l'échelle d'une ETI. Pour les premiers de la classe, elles font de l'innovation et elles travaillent dans des écosystèmes qui sont plutôt bien structurés. Elles, notamment pour certaines, investissent directement dans les technologies qui leur paraissent pertinentes dans leur chaîne de valeur adjacente et ou orthogonale, plutôt que d'aller forcément peut-être pousser une collaboration qui serait pas naturelle avec ces acteurs. Et puis voilà. Et Maxime, si je peux me permettre de rebondir, il y a quand même un point qui est hyper clé hein, que moi j'ai ressenti lors de tous les calls avec Amandine, c'est qu'elle ne travaille pas avec les startups parce qu'il y a quand même beaucoup de R&D qui est fait en interne, que c'est une culture de R&D interne quand même assez régulièrement et ils n'ont pas la vision ou la vocation d'aller externaliser ça. Et de fait, travailler avec un écosystème tech, c'est pas intuitif du tout pour eux au global. Et donc on a un peu un travail de fond d'acculturation sur comment on collabore avec une startup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et effectivement essayer de passer un peu au-delà de cette de non-culture du risque au final, quoi. Voilà. C'est exactement les recommandations, c'est comment on crée une stratégie d'ouverture auprès des écosystèmes qui crée des ponts à la fois opérationnels, mais pas forcément sur de la recherche ou de la techno hyper avancée, et là où les résultats seraient mobilisables assez rapidement, ou en tout cas visibles rapidement pour que ça fasse des petits et puis que ça puisse vivre sa vie en termes de collaboration. Sébastien. Oui. Autre thème qu'on a abordé, alors compétences et culture, on a choisi de les mettre dans la même thématique. Après, le sujet de fond étant plutôt effectivement la question de la culture innovation, et puis ça va revenir un peu à ce dont vous parliez là sur la question de l'écosystème. Il y a aussi une culture autour de l'ouverture liée à l'innovation. Il y a une culture aussi autour de la manière dont on conduit effectivement les projets, le fait de laisser plus ou moins de liberté et la gestion du risque. Donc ça, on y reviendra juste après. Sur la partie compétences, en fait, ce qui nous a pas mal marqué dans les discussions, c'est que l'innovation et les projets d'innovation, en fait, sont portés avant tout par des opérationnels, hein, des experts, des ingénieurs, des responsables industriels, par exemple. On a finalement peu de profils transversaux, comme on peut le voir dans d'autres environnements plus grands groupes, mais des profils vraiment innovateurs, capables de prendre des projets de l'idée jusqu'au marché, et qui vont être capable de s'inscrire, on va dire, dans la durée, donc plutôt des profils entrepreneuriaux, pluridisciplinaires. Et ça, finalement, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Hein, quand on a posé la question, le levier RH n'est pas encore complètement exploité quand on parle d'innovation au sein des ETI. C'est-à-dire que finalement, ça reste quand même
pas forcément un track ou un parcours, on va dire, développé. C'est plutôt des à côté. Donc, on assume une partie des activités d'innovation, mais en plus de d'autres objectifs. Et donc, parfois, on n'est pas totalement objectivé non plus, d'ailleurs, sur ce qui est fait au niveau de l'innovation. Ce qui peut avoir quelques effets un peu délétères, finalement, d'arriver à constituer un pool de talents autour de l'innovation, de pouvoir aussi faire monter en compétences les uns les autres sur ces sujets d'innovation avec les méthodologies, avec je parlais tout à l'heure de culture, le mindset, hein, tout ce qui va être prise de risque, test and learn, ce genre de choses ont du mal à, concrètement, ont du mal à éclore. Ça peut se renverser. Dans certaines ETI, on voit que ça se joue plutôt à coup de recrutement sur des profils qui sont typiquement innovation et qui parfois viennent d'ailleurs de d'autres filières et qui vont venir apporter et insuffler en fait cette manière de voir et cette manière de conduire les projets d'innovation, mais en tout cas les faire grandir dans le pool existant est souvent une difficulté qu'on a pu observer. L'autre difficulté, et elle est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que souvent l'innovation est considérée comme une activité complémentaire. C'est-à-dire finalement, on va demander à des collaborateurs de travailler autour de l'innovation, mais c'est pas forcément la manière dont on va les évaluer en fin d'année. Et finalement, les mettre dans l'innovation, c'est aussi les mettre dans une incertitude par rapport à leur parcours et leur track de carrière en interne au niveau de l'ETI. Et ça amène des zones de flou qui font que concrètement, ces compétences, elles sont compliquées à faire vivre au sein des différentes ETI. Alors, c'est pas complètement incurable, hein, on en parlait tout à l'heure. Il y a certains qui ont fait le choix de clairement mettre ça entre les mains des RH, de travailler sur des parcours spécialisés, à tout le moins d'avoir des tracks de formation et puis des tracks de carrière qui soient adaptés autour de ça. Là aussi, on pourra échanger un peu plus librement lors des questions. En tout cas, c'est un sujet qui nous semble, nous, important parce que ce sont avant tout des hommes et des femmes hein, qui vont porter ces sujets d'innovation. On peut avoir tous les financements du monde et la meilleure roadmap du monde. Si on n'a personne pour l'exécuter, ça reste quand même de toute façon relativement compliqué. Et puis après, plus largement, pour faire émerger cette culture, on voit les ETI qui s'emparent de plus en plus de structures, de dispositifs type challenge innovation, programme d'entrepreneuriat, alors avec des proportions qui sont celles que peuvent soutenir ces structures-là, mais en tout cas, plus la maturité avance, plus l'ETI grandit, plus on va se rapprocher de dispositifs d'innovation qui vont faciliter l'émergence des idées et puis la transformation de ces idées sur des propositions de valeur qui font sens dans le cadre de l'organisation. Après, en termes finalement de recommandations, on a pas mal là aussi échangé dans les entretiens, les groupes de travail qu'on a pu avoir. Et il peut y avoir une carte à jouer à travailler sur des dispositifs un peu transversaux comme on peut l'avoir, notamment des plateformes territoriales ou des plateformes à l'échelle de filières dans lesquelles on va créer justement des échanges dans lesquels on va aussi partager les talents, on en parlait tout à l'heure, et en particulier sur tout ce qui est data, IA, toutes ces nouvelles technologies, ça peut complètement faire sens. Donc, les structures existent, c'est peut-être de les revoir ou de faciliter leur accès au niveau des territoires et au niveau des filières qui nous semblaient en tout cas assez intéressant dans le cadre de cette thématique. Et ben, ça fera la transition. Ouais, je vais reprendre la main parce que je vois qu'il manque un slide. Je suis désolée, Ouais. Je ne sais pas pourquoi il nous manque un slide. Il nous manque l'IA, le plus Mais important. je reprends la main, voilà le slide. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vas-y, Bravo, Maxime. Alex. Et c'était la transition toute trouvée, Sébastien, sur l'IA. Premier grand constat qui est franchement rassurant côté ETI, c'est que toutes les boîtes, en tout cas toutes les ETI, sont passées dans une phase d'acculturation qui est plutôt active et forte. L'IA, bon, ça a marqué évidemment un grand tournant dans toutes ces boîtes, mais toutes se mettent à la page. Et en plus avec, pour certaines, un ROI qui est assez fort sur des sujets de process d'optimisation, notamment humain RH, on en reparle rapidement. L'IA, par contre, est rarement déployée. Je vous donnerai juste un exemple sur des sujets vraiment de rupture ou alors pour carrément réinventer les modèles économiques ou inventer de nouveaux produits. C'est pas le cas. Elle reste simplement sur de l'efficacité opérationnelle et ça n'est pas un moteur d'innovation, en tout cas chez les ETI. Le gros sujet, par contre, mais comme dans probablement plein d'entreprises, c'est la donnée, qui est souvent une donnée longue, historique, de dizaines, de peut-être centaines d'années, qui n'est pas forcément stockée, qui n'a pas été numérisée, qui est
dispersé un petit peu de partout et qui n'est pas bien qualifié, ce qui permet pas du coup de construire des produits ou en tout cas d'entraîner des modèles de manière sérieuse avec une consolidation de ces données qui doit être faite et qui va coûter cher. Il y a évidemment une perception du ROI de l'IA qui, passait la vague de l'acculturation, est posée par les dirigeants. Qu'est-ce que ça nous apporte réellement et pour avoir un feu vert, en tout cas pour gagner des budgets pour déployer des IA, aujourd'hui, il y a une résistance qui est faite. Et puis, évidemment, il y a une grosse résistance qui est peut-être culturelle, la crainte des collaborateurs d'être substitués ou en tout cas de voir des jobs disparaître. Et ça, c'est remonté du coup dans l'étude. Certaines ETI, le groupe Lefebvre notamment, est en pleine transformation avec l'IA et à la fois le modèle économique, à la fois les produits sont complètement chamboulés. Donc, il y a aussi quelques ETI de manière un peu précise qui ont carrément pivoté leur modèle, leurs offres et leurs produits avec de l'IA. Et ça, c'est plutôt, alors c'est des cas rares, mais c'est quand même très inspirant de voir qu'une belle ETI peut pivoter et continuer du coup à prospérer plutôt que de sombrer peut-être quelques années plus tard. Et dernier élément, c'était le sponsorship, en tout cas l'incarnation de la transformation IA faite par le dirigeant. Quand le dirigeant a bien compris ce lien entre IA et compétitivité, quand il pousse ses équipes, quand il met en place une équipe IA qui est complémentaire avec ce que fait la DSI, alors l'ensemble des groupes, en tout cas l'ensemble des directions suivent, la gouvernance légère suivra et ça ne devient plus uniquement un levier technique, mais ça devient un vrai levier de transformation. Et ça, on l'a remarqué dans quelques ETI qui ont pris ce pas-là et c'est en train de se structurer pour aller plus vite. Voilà. Super, merci Maxime. Je vous propose si c'est OK pour vous, qu'on fasse intervenir maintenant Nathalie Masson d'Unitaire Pharma, Pharmaceutical d'ailleurs. À chaque fois, je dis pharma, Nathalie. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je te laisse te présenter peut-être dire 2 mots sur Unitaire et puis D'accord. Ta vision. Volontiers. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Masson. Je suis la directrice innovation et développement d'Unitaire Pharmaceuticals. Donc, nous sommes une ETI française créée en 1993 à Amiens. Et on est un façonnier en fait de l'industrie pharmaceutique. Donc, on n'est pas proprement parlé un labo au sens qu'on ne commercialise pas de produits sous notre nom. Donc, vous ne trouverez pas de médicaments ou aucun produit à notre nom. Par contre, on développe et on fabrique des médicaments, des dispositifs médicaux pour des big pharma, pour des startups, pour des hôpitaux, pour enfin toute une variété très diverse de clients. On a maintenant donc 2500 collaborateurs à travers le monde, 4 usines en France, un centre de R&D à Bordeaux. On a une usine aux États-Unis dans l'État de New York, à Rochester. On en a 3, bientôt 3 au Brésil et une en Chine. Donc, une implantation géographique mondiale, 2500 employés environ, et on a réalisé un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros l'année dernière. On est une société donc indépendante, non familiale, mais indépendante. On est sous LBO, ça fait depuis les années 2000 qu'on est, je crois, au 4e ou 5e LBO. Et on est surtout connu comme le leader mondial de la technologie BFS, donc Blow Fill and Seal. C'est les unidoses stériles type collyre. Je pense que vous avez tous utilisé des collyres ou du sérum physiologique pour ceux qui ont eu des enfants. Voilà, donc on ne fait pas que ça, mais on est très connu pour ça. Donc on est en tout cas spécialisé dans les formes liquides, stériles ou non stériles, et leader mondial de cette techno. Voilà pour la présentation très rapide du groupe. Et donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que j'ai mis en place en fait depuis l'année dernière chez Unitaire. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis chez Unitaire. Je suis pharmacien de formation et j'ai passé toute ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, en R&D en particulier. Et pendant 25 ans au moins, on m'a toujours demandé de faire de l'innovation et du développement. Donc, ça rejoint ce qu'expliquait Sébastien au début. Et en fait,
fait, ça ne marchait pas parce que c'est toujours l'activité à plus court cycle de vie qui l'emporte sur l'autre. Et donc, le développement prenait toujours le pas sur l'innovation et ça ne marchait pas. Et donc, chez Unitaire, j'ai réussi à persuader le CEO de l'époque d'arrêter avec ça, en fait, et de créer une cellule innovation. Donc, on a commencé très petit l'année dernière. J'ai aujourd'hui une cellule de 2,5 personnes, on va dire, qui s'occupent que d'innovation, mais qui font que ça tout le temps, quoi. Et le reste de l'équipe est resté axé, en fait, sur le développement. Et en fait, on a commencé par donc mettre en place une nouvelle gouvernance, notamment pour ce qui est de l'innovation interne. Et on a commencé par créer en fait un réseau d'innovateurs. Donc, on a identifié des référents en innovation. Alors, pour le moment, c'est que au périmètre France, mais on espère l'année prochaine l'internationaliser aux États-Unis, au Brésil et en Chine. Mais pour le moment, c'est sur nos 4 sites français, plus le siège à Paris, plus le centre de R&D de Bordeaux. Donc, ça fait quand même 6 sites au total. Et donc, dans ces 6 sites, on a identifié, sur la base du volontariat, des innovateurs qui sont les référents innovation. Alors, à quoi ils servent? Donc, ils ont toujours leur métier, hein, ce n'est pas un boulot à plein temps, c'est une deuxième casquette qu'on leur a donnée. Et ils sont les relais innovation, parce que dans le même temps, on a mis en place une plateforme digitale qu'on a appelée Inspire, qui est en fait une plateforme commercialisée par Q-Market, voilà, pour ne pas faire de publicité, mais si ça intéresse certains, qu'on a paramétré, customisé selon nos besoins. Et donc, cette plateforme permet de collecter des idées qui viennent donc de l'ensemble de nos collaborateurs, sans distinction, quel que soit leur site, leur job. Voilà. Et donc, le rôle des innovateurs, c'est d'aider, d'accompagner les gens qui ont des idées à un peu les structurer, les développer et les mettre correctement dans la plateforme. Ensuite, on a mis en place des innovation boards, donc en termes de gouvernance. Donc il y a plusieurs membres du COMEX qui font partie de ce board. Et donc, après avoir déjà subi plusieurs filtres par l'équipe innovation, les idées qui ont été, on va dire, jugées les plus pertinentes après avoir évalué leur désirabilité, faisabilité, viabilité, sustainability, donc la fameuse méthode DVFS, les idées qui passent ce crible sont présentées à l'Innovation Board et donc on a un système de gate où on décide soit d'arrêter, on ne va pas plus loin, soit on lance en proof of concept et après la proof of concept, on repasse devant ce même comité qui décide de finaliser, d'aller en développement ou pas. Donc on a tout ce processus qui est en place. On a également mis en place en même temps pour les gens qui soumettent des idées un système de récompense. Donc si l'idée est retenue, il y a un certain montant qui est attribué, donc c'est une petite prime, franchement, c'est plus symbolique que vraiment significatif au niveau financier, mais quand même, les gens sont, voilà, ça stimule un peu. Et puis, si l'idée est vraiment implémentée, là, il y a une deuxième prime qui est un peu plus conséquente. Mais je dirais que la reconnaissance des idées, c'est pas du tout que financier. En fait, ce qui marche beaucoup, c'est quand il y a un membre du COMEX qui va rencontrer la personne qui a eu cette idée, qui va la féliciter, lui serrer la main. Franchement, nos collaborateurs, ils sont au moins aussi sensibles à ça qu'aux primes qu'ils peuvent recevoir. Donc ça, c'était pour l'innovation interne. Et dans le même temps, on avait souvent des retours de nos clients lors de nos enquêtes clients qui faisaient ressortir qu'on n'était pas perçu par nos clients comme une société innovante. Bien qu'on essayait, on avait l'impression de communiquer pas mal sur le sujet, mais visiblement, on n'était pas audible. Et donc, on a en parallèle lancé pour l'innovation externe une chaîne de podcast qui s'appelle Innosphère. Alors ça, c'était pas du tout dans notre ADN. Alors là, on s'est un peu fait violence. Mais moi, j'ai embauché une jeune femme qui vient pas du tout de la pharma, mais qui connaît bien tout ça. Et donc, c'est elle qui a mis en place aussi bien la plateforme d'ailleurs que les podcasts. Et donc, les podcasts, on essaye de sélectionner des startups françaises ou européennes
qui ne sont pas nos clients. La plupart du temps, ce ne sont pas nos clients et ce ne seront jamais nos clients. Et on essaye de cibler des startups donc, qui proposent des produits dans la santé, innovants, et surtout des startups qui ont la même mission que la nôtre, à savoir de faciliter la vie des patients et favoriser l'accès aux médicaments et aux produits de santé au plus grand nombre. C'est vraiment ça, en fait, qu'on recherche, des startups qui ont le même ADN que nous. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on a des startups qui nous contactent en direct pour nous demander de participer à nos podcasts. Donc, c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, on a dû faire peut-être 5 épisodes max. Voilà, donc on a sanctuarisé effectivement des budgets pour ça. Et en fait, moi, le retour auquel je ne m'attendais pas, je pensais que ça allait être compliqué de trouver des innovateurs. Parce que, comme on l'a dit, ça vient en plus du quotidien. Et en fait, on a eu plein de volontaires, on a dû sélectionner, on a dû faire des choix. Donc, c'était un peu dur parfois, mais bon, voilà, on a fait ces choix. Et ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que la plus grosse difficulté, en fait, elle vient du comité de direction. Pas du tout des gens sur le terrain, parce que quand on arrive avec des idées qui ont été mises par des collaborateurs, il y en a beaucoup qui le prennent un peu comme une critique ou qui se disent « Ah purée, pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» Ils se sentent attaqués en fait dans leur créativité, et parfois même dans leur responsabilité de direction. Donc on est en train de revoir le format de l'Innovation Board pour pas avoir l'ensemble des directions en même temps, mais faire direction par direction, parce que sinon c'est trop sensible en fait. Voilà, comme retour d'expérience. Et puis le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est une innovation en termes d'offres de services, puisque historiquement, j'ai dit, on est un façonnier, donc on a un ADN surtout industriel de production de produits de santé. On a commencé à faire du développement à façon en mode prestation de service dans les années 2000, au milieu des années 2000. Pour nos clients, donc suite à des demandes clients. Et puis ensuite, on s'est dit, on pourrait aussi développer des produits en interne pour nous-mêmes et ensuite faire du licensing out. Donc, on commercialise toujours pas ces produits, mais on les a développés, on en a fait pas mal, qu'on a développés avec tous les risques et tous les budgets complètement supportés par l'unitaire. Et on a eu des succès, mais on a aussi eu des échecs. Hein. Clairement, il y a des produits où on a des autorisations de mise sur le marché dans les tiroirs et on n'a jamais réussi à les vendre. Et donc, sur cette frustration, on s'est dit, mais pourquoi on ne proposerait pas un modèle hybride de co-développement? Et donc, on va voir des clients avec parfois nos idées, parfois c'est les idées des clients. Et on est aussi parti du constat qu'un client qui vient nous voir pour développer un nouveau produit, souvent il est intéressé, même des gros acteurs, par 3 ou 4 pays et jamais plus. Du coup, ce qu'on propose, c'est de partager les coûts de développement et les risques avec ce client. Donc, le client, il garde l'exclusivité des pays sur lesquels il veut commercialiser et il nous laisse le droit de trouver d'autres clients pour les autres territoires. Et donc, c'est une nouvelle offre qu'on propose. S'il y a des brevets, il reste la propriété du client. Nous, on ne revendique pas de propriété intellectuelle, juste d'avoir un accès gratuit pour pouvoir, à la licence, pour pouvoir proposer ces produits à d'autres clients. Et donc, c'est une offre qui intéresse de plus en plus de startups. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on a 2 co-développements qu'on a démarré l'année dernière, une avec une startup française dans l'ophtalmologie et une autre avec une startup chinoise. Bon. Voilà, donc c'est assez intéressant et ça semble porter ses fruits. Donc à suivre, mais voilà, c'était mon input. Un grand merci Nathalie. Merci. Paul du groupe Cloger et on fera les questions-réponses après, hein, tout le monde. Parfait. Merci beaucoup Alexandra. Merci à la French Tech et à Wavestone de m'avoir fait participer au Livre Blanc. Donc Paul Mincieux, je suis responsable des intraprises support au sein de Cloger. Donc Cloger, on est une entreprise, une ETI familiale basée à Lyon avec, on est 850 millions de chiffre d'affaires, on a environ 3300 collaborateurs dans le monde, 1700 en France et on est des spécialistes en froid industriel et en traitement de l'air. Et donc, bon, alors je vous dis ETI familiale. Alors, je fais partie de la 2e génération. La société a été fondée il y a 55 ans par mon père. Aujourd'hui, avec mon frère aîné qui est président de la société et moi-même qui suis dans la DSI, on arrive justement sur un des points que vous soulignez. On a eu en bon
binôme, déjà nous, entre nous, justement, pour travailler autour du sujet de l'IA. Donc, je vais vous donner un peu l'expérience qu'on a eue justement au sein de Clogère sur le sujet de l'IA, parce que moi, de mon côté, je m'occupais aussi de l'informatique. Donc, combinaison d'avoir le COMEX et la DSI dans les éléments, ça a été un élément important. Et le troisième, ça a été de faire monter un ensemble d'ambassadeurs, un ensemble de personnes et d'experts, justement, pour créer ce trinôme qui a permis de faire développer l'IA et de faire de grands projets, justement, avec ça. Alors, tout a commencé quand ChatGPT 3.5 est apparu et nous, dès 2024, on a très rapidement essayé de travailler avec des petits groupes de personnes et dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble de la structure, quel que soit le rôle, la position, le métier de la personne, on a vraiment voulu voir chacun, de se dire dans l'administration, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut automatiser avec l'IA, quels sont les gains qu'on peut avoir dans production, en études, au service, vraiment essayer d'identifier l'ensemble des éléments. Et donc, on a directement en fait, commencé à travailler. Et au début, on a appris les outils du marché. Ça a été notre première phase, on va dire, d'essai. On a pris différents outils du marché, donc bien sûr ChatGPT, on a testé Copilot, on a mis différents éléments, on les a mis dans les mains des collaborateurs. Et pour commencer à faire venir les choses, on a fait une première phase d'acculturation à travers des webinars. On a fait justement pas mal de webinaires dans la structure pour justement expliquer aux personnes, en fait vulgariser qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce qu'on fait avec et qu'est-ce que ça ne fait pas surtout aussi. Et on a travaillé cette première phase, on va dire de manière générale pour expliquer les choses, mais c'est pas suffisant parce qu'on peut vous faire une conférence d'1 heure sur ce que c'est l'IA, vous savez pas forcément quoi en faire. Et donc on a très rapidement en fait essayé de travailler en mode séminaire. On était invité à chaque séminaire pour travailler un séminaire métier sur le technicien, et on arrivait à les voir, on leur expliquait l'IA et surtout comment l'appliquer dans leur métier, pour leur aider à faire un rapport d'intervention. Avec les assistants, peut-être pour les aider à faire des relances clients, etc., etc. Donc, on a vraiment en fait déclenché ça. Et aussi, on se dit, c'est vrai que c'est pratique, on a quelques cas d'usage, mais pareil, on n'est pas forcément toujours dans les mains. On a en fait ouvert à la candidature, on vous a dit, écoutez, nous, on travaille sur l'IA, on cherche des projets, n'hésitez pas à venir nous voir, on va vous mettre dans les mains l'IA et on va travailler ensemble pour pouvoir travailler. Et donc, on a formé en fait individuellement des personnes. Donc, on a créé en fait une communauté qu'on a appelée les Makers AI. Les Makers AI, c'est des personnes qui sont formées à la création de petits assistants dans l'IA. Les assistants, c'est une combinaison d'une IA avec des instructions, avec des documents. Et avec ceci, vous pouvez reproduire en fait des IA très simples d'utilisation et partageables à tout le monde. Donc, on a en tout formé individuellement, je n'avais qu'une seule personne pour pouvoir le faire, comme quoi ce n'est pas nécessaire d'avoir une grande équipe IA pour s'en occuper. Une personne a formé plus de 300 makers dans la société qui ont créé en tout plus de 500 assistants. Alors, je vais vous l'avouer tout de suite, les 500 assistants ne sont pas tous bien exploités, à tous dessus, parce qu'on a fait un choix de créer quelque chose, en fait, c'est ce que j'ai appelé, moi, derrière, le chaos créatif. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec, expérimenter, même si c'est quelque chose qui a déjà été fait par une autre personne, même si c'est quelque chose qui n'a pas forcément une grande valeur ou même quelque chose qui va échouer. Donc là, le droit à l'échec, en fait, comme on l'a dit, en fait, on les a laissés s'exprimer pour déjà avoir une première expérience. Et en fait, cette première expérience va en déclencher d'autres et va faire monter les différents collaborateurs en compétences autour de cette thématique-là. Donc au début, on s'est mis sur les outils du marché, mais on a vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui voulait travailler. Donc, on a même en interne, au niveau de la DSI, créé une plateforme IA en interne qu'on appelle le Clogère Hub IA, sur lequel on va, en fait, les collaborateurs, quelle que soit sa position, il n'a pas besoin d'avoir de licence ChatGPT, il se connecte à la plateforme, il peut chatter pour déjà expérimenter avec Claude, ChatGPT, Mistral, expérimenter ce que c'est l'IA et même créer ses propres assistants et voir l'ensemble des assistants dans la structure. Et donc, on a eu des cas d'usage qui sont vraiment divers et variés, entre l'assistant qui permet de justement préparer des relances de factures, un assistant qui permet d'avoir de la formation au métier du froid,
parce que je ne suis pas forcément, moi-même, je n'ai pas forcément de toutes les connaissances. Je peux aller l'interroger l'IA. Comment est-ce que mon métier peut aider justement le métier de l'entreprise? On peut s'en servir. On va avoir des assistants qui vont critiquer le travail justement pour qu'on puisse, on sait qu'une IA parfois nous brosse dans le sens du poil. Et ben, on a configuré des assistants justement avec des IA qui vont nous dire, ben voilà, ce point-là dans ton travail est peut-être à améliorer, voilà comment faire pour l'améliorer. On va avoir des assistants pour aider à gérer des situations tendues avec des clients, c'est parfois bien pratique. Voilà, on va avoir vraiment tout divers et variés qui ont été créés à l'intérieur. Et à travers ça, on a eu de plus en plus de monde qui ont justement rejoint la plateforme et travaillé. Aujourd'hui, on a plus de 50% des collaborateurs de Clogère, tous métiers confondus, qui utilisent l'IA de manière régulière. Et on le voit, il y a en plus un coup d'accélérateur sur, on va dire, ces 12 derniers mois, où on a vraiment des cas d'usage qui rentrent et qui deviennent de plus en plus productifs, qui vont mélanger justement des documents, qui vont aller pouvoir récupérer de la donnée de l'entreprise et qui vont travailler. Et il y a un domaine sur lequel ça a beaucoup évolué ces derniers temps, ça a été le développement de logiciels à travers l'intelligence artificielle. En fait, on a remarqué que l'IA était très forte pour justement développer des petits programmes sans avoir aucune connaissance en informatique. Et donc, ça, c'est la dernière communauté qu'on a ouverte il y a maintenant un peu plus de 9 mois, la communauté des Citizen Dev, où maintenant on fait participer les collaborateurs, on va les former sur les différents outils. Et ils vont pouvoir eux-mêmes se créer des logiciels, des petits programmes. Alors, quand je vous dis ça, c'est par exemple un petit calculateur qui va m'aider à dimensionner une petite vanne dans une installation du type qu'il y a derrière moi. Je viens lui donner les différentes formules, je viens lui dire comment je travaille, je lui dis je veux un tableau de telle manière, est-ce que tu peux me le faire? Donc, on a déjà maintenant formé plus de 70 personnes qui n'étaient pas du domaine de l'informatique, et qui maintenant en fait développent les différents logiciels à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on a justement déclenché, on va dire, notamment en fait le début d'une transformation bien plus profonde, et que Clogère maintenant, justement, dans nos missions, dans nos objectifs, eh ben, on va venir créer de plus en plus d'outils. Donc pour résumer un peu, vraiment ce qui nous a permis de booster, ça a vraiment été d'avoir la direction générale de la société très impliquée. Je vous avoue en fait que notre président est le développeur maintenant numéro 1 de la société et sur place, même le service informatique, on court après lui. Et c'est vraiment été un très gros booster. Mais surtout un point qui est important, il ne l'a pas fait de manière top-down, il l'a fait vraiment de manière bottom-up. Les personnes, les différents besoins, la transformation, elle a lieu sur le terrain. Et donc, il n'est pas allé voir le manager du différent service, il est allé voir le technicien, le chargé d'études, le chargé d'affaires pour essayer de comprendre les différents besoins. Il a trouvé les différentes personnes qui étaient intéressées pour travailler avec et créer cette transformation vraiment au plus profond de la société. À côté de ça, on a la DSI qui a ouvert les portes en fait, et plutôt en mode facilitateur. Un point important, ne comptez pas sur votre DSI pour vous ouvrir toutes les portes. D'autant plus que, bon, j'ai moi-même et les collègues avec qui je travaille, on est très ouverts, mais j'ai rencontré beaucoup de DSI qui, justement, ont plutôt de la crainte par rapport à ça, crainte au niveau de la gouvernance, de la souveraineté, etc. Et justement, il ne faut pas essayer de lutter contre le mouvement. Moi, je leur dis tout simplement, quand vous luttez, quand vous bloquez les personnes pour faire des choses, ils vont toujours trouver le moyen de contourner et c'est la manière dont ils contournent qui est très dangereuse. Alors, on a préféré, nous, prendre les sujets, se dire, OK, comment on gère la gouvernance, comment on gère la souveraineté, comment on gère la sécurité. Eh ben, on donne des accès, on donne les différents éléments, mais dans un cadre bien précis. Donc, la DSI, nous, on a plutôt été en mode accompagnateur des différents collaborateurs. Par contre, on a laissé libre cours aux personnes. Et les sujets, maintenant, quand on vient nous demander en logiciel de développer quelque chose un nouveau logiciel pour un besoin spécifique, on les redirige directement vers l'équipe IA, qui sont 3 personnes, qui vont en fait former la personne, donner les outils, donner les bases et laisser libre. En fait, ça devient tellement simple de pouvoir développer avec que la personne peut très rapidement se prendre au jeu. Et j'en discutais ne serait-ce que cet après-midi avec une Citizen Dev qui en fait se surprend à être devenue addict à ça. Je la vois pendant la réunion justement à parler avec son IA de temps en temps à l'intérieur.
Et la prochaine étape vraiment sur laquelle on est en train de travailler maintenant, c'est vraiment la transformation de la société. On est en train de connecter l'ensemble de nos outils avec des IA. On est en train justement de faire des expérimentations avec des agents autonomes ou semi-autonomes qui vont justement pouvoir en fait faciliter et qui vont nous permettre de réfléchir aux différents process de la société mais de repenser d'abord le process et de développer les outils qui sont adaptés et qui sont totalement disruptifs par rapport à ce qu'on peut trouver dans le monde et nous faire prendre une avance. Pour conclure, je vais quand même donner un message aux différentes ETI qui sont présentes ici. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment, il faut vous lancer. C'est un point stratégique. Les ETI qui se sont déjà lancés ou qui sont vraiment en train de faire cette démarche-là prennent une avance énorme parce qu'il y a un besoin de faire monter, c'est pas que de la technologie, c'est vraiment un mindset qu'il faut que vous développez dans vos structures. C'est vraiment des ambassadeurs vraiment dans l'ensemble des services sur lesquels il faut faire prendre conscience que la transformation, c'est maintenant. Dans 2, 3, 4 ans, en fait, vos concurrents, les différentes structures à côté, vont avoir pris de l'avance sur vous, vont être 10, 20, 30, nous on imagine même 50% plus productifs que vous. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui maintenant qu'il faut que tous les acteurs de la société et surtout le COMEX prennent les décisions importantes sur la stratégie de la société et investissent dedans. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Un grand merci, Paul. C'est vrai que vous avez été l'ETI qui nous a la plus surprise. Mais ce que je disais avant de commencer ce webinaire, c'est pas anodin aussi. C'est parce que, comme tu l'as dit, ton frère qui est maintenant le président de la boîte est un pur technophile IA Co. Et donc, c'est un bon exemple qui montre que quand ça insuffle par le haut, par la direction, finalement, ça descend de façon très forte en interne et puis ça diffuse plus vite. Nathalie, petite question avant de laisser les questions à tout le monde. Ton CEO est un pro IA Inno Oui. Oui, absolument. Alors, on vient de changer de CEO, donc je ne sais pas si tu parles de l'ancien ou du nouveau, mais les deux sont très, sont très promoteurs, effectivement. Ok. Et, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, n'hésitez pas à le dire à l'oral, c'est plus sympa que par écrit. Et aussi, il y en a qui veulent partager des choses. Il n'y en a pas parce que la première est toujours la plus dure à poser ou parce que c'était hyper clair ou parce que tout le monde a envie de finir sa soirée, peut-être, sa journée, peut-être. C'est la chaleur. Et sinon, on enverra le livrable aussi demain, comme ça, tout le monde sera au courant. Ouais, j'ai déjà mis le lien tout à l'heure dans le chat, en fait, de téléchargement du livrable. Camille, vas-y. Alors, j'ai une guest, je m'excuse. Ouais, j'adore, très chouette. Pas forcément de questions, mais juste en commentaire, j'ai trouvé les deux exemples, que ce soit pharma ou groupe de froid, très inspirants. Moi, je travaille chez Ferry Michon, donc on est dans l'agro, donc voilà, on est en chemin sur ces sujets-là, mais beaucoup moins avancés, très clairement. Et c'était très inspirant. Merci d'avoir partagé autant de tips, autant de choses. C'est pas toujours évident. Des fois, on se dit, quid de la confidentialité, qui est autour de la table, etc. Mais merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était vraiment très inspirant. Et puis, merci pour le bon résumé du livre blanc. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer. Et c'est vrai qu'on a des fois l'impression les ETI, on est au milieu du gué. On parle beaucoup des grands groupes ou des startups. Nous, on n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer ou d'exprimer nos problématiques. C'était chouette de pouvoir le faire. Donc, écoute, voilà. on va essayer, Camille, alors déjà, il y a un truc que moi, j'ai commencé à mettre en place. En fait, on organise un cocktail dînatoire à peu près tous les 2 mois qu'on organise avec Vivatech, InSkip. Et en fait, à la base, c'était pour les grands groupes. Donc, c'est directeur, Inno, IA, achat, strat de grands groupes. Là-dessus, sur le dernier qu'on a fait, on a invité les ETI. Et en fait, c'était assez sympa justement de merger ETI. Donc, c'est pas en gros comité. On essaie d'être à 25 max.
Et donc, assez sympa de merger grands groupes ETI pour que les uns et les autres s'inspirent, se partagent, voir que moi, j'ai demandé à des grands groupes s'ils acceptaient d'être le buddy d'une ETI, tu vois, sur 1 an. Et la réalité, c'est que l'accueil a été hyper sympa et hyper, mais franco, en disant, mais oui, bien sûr, on le fera avec grand plaisir. Donc, si tu vois, si tu peux, lors d'un prochain cocktail, venir éventuellement, alors c'est jamais facile, en plus, tu as les enfants, tu es en province, voilà, je vois très bien. Mais sinon, si l'idée, tu vois, d'avoir un buddy avec un groupe ou même avec une autre ETI, par ailleurs, on peut le faire de TI à ETI, hein, voilà, ça peut être pas mal de faire, d'enclencher ça. Et puis de vous partager, les bonnes pratiques, mais aussi les bons prestataires et les bons partenaires. En tout cas, Camille, il y a avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous ou avec d'autres sociétés. Nous, c'est vrai qu'on est vraiment passé par vraiment, on a la culture de la transparence et du partage, justement, des informations. C'est vraiment important. Alors, en plus, Florie Michon, je l'éteins dans le cœur parce que c'est aussi un bon client de Clogère. On travaille beaucoup avec vous. Mais justement, on est sur cette dynamique. Je pense qu'il y a besoin d'entraide entre les différentes structures. On est face à des gros Américains et Chinois, des gros blocs dessus. Et je pense que les Français ont quelque chose une épingle dans leur jeu qui va vraiment, en fait, sur notre côté adaptation, résilience, va justement nous faire bouffer. On est juste très lent au niveau administratif et on parle trop avant d'agir. Et justement, là-dessus, il faut qu'on agisse pour pouvoir le faire. Donc, heureux si vous voulez justement qu'on échange à votre disposition. Merci beaucoup, Paul, c'est adorable. Alexandra, le club, justement, avec la French Tech Grand Paris InSkip et Vivatech, il est ouvert à toutes les directions innovation, les directions IA, les directions de transformation, du coup, de TI et de grands groupes. Il permet de connecter tout le monde. C'est 1 fois par mois. Et évidemment. Maxime, stop, détends-toi, c'est 1 fois par mois. 1 fois par trimestre, tout le monde. Mais j'ai déjà dit, c'est ça, Maxime. Non, et je peux juste pour dire que l'invitation, elle est ouverte à tout le monde et c'est un vrai lieu d'échange à bâton rompu, sans critique, en tout cas, sans jugement. Et c'est hyper intéressant pour venir à la fois s'inspirer et échanger. Vous êtes tous cordialement invités. Alors tous, on entend grand groupe ETI, hein, pas cabinet conseil, pas prestataire, pas etc. Exactement. On fait hyper attention à ça. Émilie, tu voulais intervenir? Ouais, merci beaucoup à tous les trois, InSkip, Wavestone et puis toi, Alexandra, qui a porté le projet. Je pense que c'était vraiment, il y avait vraiment un trou dans la raquette. Et effectivement, je rejoins le propos sur les ETI qui sont un peu le parent pauvre. Donc, merci d'avoir pris ce sujet. J'avais juste une question parce qu'on voit que côté grand groupe, quand même, l'IA a accéléré un peu la collaboration avec des startups, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment un must-have, là où parfois c'était un nice-to-have. On voit que c'est encore les prémices côté ETI pour plein de raisons, R&D internalisé, moins d'équipes dédiées. Est-ce que vous avez eu le sentiment dans les entretiens que l'IA allait aussi pouvoir permettre justement d'aller se côtoyer à des acteurs innovants type start-up? Ou ma question, c'est en gros, est-ce que toutes les ETI vont plutôt continuer à travailler avec leur Google ou Microsoft sur l'IA et de la même façon que ça va pas permettre de, j'ai un peu cette question, quoi. Maxime, Sébastien? Ouais, moi je peux prendre la balle au bon, mais je partageais une conviction du coup qui n'est pas forcément celle des ETI, mais j'ai l'impression que le mariage start-up ou en tout cas acteur innovant ETI, il est difficile aujourd'hui, qu'il faut qu'on s'en charge, il faut qu'on prenne ce sujet, il faut qu'on arrive à créer les ponts, les connexions, mais la réalité sur le terrain, elle est quand même difficile. Et je ne sais pas si demain les ETI prendront ce virage-là ou si on arrivera à les faire travailler avec des acteurs innovants. Et vu la compétitivité, la différenciation, les avantages compétitifs sont le moteur de croissance des ETI, je suis pas sûr qu'ils réussissent un jour peut-être à travailler avec ces startups. Et donc, ne pas travailler avec ces startups, c'est continuer à investir dans leur R&D propre, c'est continuer à développer leurs avantages compétitifs et donc c'est continuer à gagner des parts de marché ou rester finalement sur les marchés sur lesquels ils sont. Et avec une gestion du temps, on en parle souvent, mais la gestion du temps court chez les startups, moyen terme dans les grands groupes, il y a du turnover et on réorganise tout le temps, et d'un vrai temps long, posé, ancré d'entreprises dans les territoires et qui plus est pour certaines familiales. Cette gestion du temps, elle n'est pas la même. Ouais. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à rapprocher les textures demain. Maintenant, l'IA, tu as raison, peut-être rebattra les cartes, ou en tout cas fera accélérer énormément les ETI pour aller vers plus d'acteurs innovants.
Et pour compléter ce que tu dis, Maxime, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que en fait, l'offre est tellement importante qu'elle est peu lisible et du coup, ça n'aide pas en fait les ETI à bien identifier des startups sur ces sujets. Elles sont un petit peu perdues. Tu te doutes bien qu'Émilie, je l'ai trituré ce point-là pendant l'école. Hein. Et c'est une catastrophe en fait. Ça va même plus loin que ça. Hein. C'est que même les ETI locales ne connaissent même pas leur French Tech local. Ouais, tu vois, ça, c'est un point hyper intéressant. Voilà. C'est fou. Ouais. Et vraiment, c'est fou. Et alors, tu as quelques French Tech qui ont compris que les ETI étaient importantes sur leur territoire. Et voilà. Mais c'est pas du tout le gros. Et tu as quand même 19 French Tech en France. Tu vois, donc tu as vraiment partout en région. Et donc, on en est hyper loin. Et vraiment. Et pourtant. Chez Prodware, tu vois, ils nous disent, c'est intéressant. Et après, encore une fois, moi, et je pense que c'est ton point aussi, Alexandra, c'est pas du tout une critique. Je pense, comme dit Maxime, il y a des raisons structurelles qui expliquent. Mais néanmoins, notre travail, et là, je prends côté BPI, c'est justement de continuer à travailler à rendre plus lisibles les startups pour vous, grands ETI, être capable d'identifier les startups les plus pertinentes. Voilà, il y a un travail aussi de notre côté. Et je pense que ça veut dire aussi, après Paul, je te laisse la parole, pardon, excuse-moi, ça veut dire aussi, je pense, organiser pas mal de choses en local pour les acculturer à. Parce que ce qu'ils te disent, ce qu'elles te disent, c'est qu'en fait, eux, ils ne sont pas à Paris. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Tout ce phénomène d'apprentissage, d'acculturation, de rencontres, d'événements, de trucs et tout ça, c'est quand même très parisien. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à aller à elles un peu plus fortement aussi de façon plus régulière. Vas-y, Paul, parce que, pardon, je t'ai… Non, il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste rajouter un peu justement mon ressenti en tant que TI, justement, autour de cette thématique-là. C'est vrai, alors, on n'utilise pas suffisamment les startups, etc., mais il y a aussi un sujet, en fait, de pouvoir s'approprier. Après, ça a été une culture depuis le début de Clogère, justement, de se débrouiller par nous-mêmes, d'avoir des choses de spécifiques et adaptées. Donc, on avait ce besoin de prendre en main nos éléments. Par contre, donc on n'utilise pas forcément ce réseau-là, mais par contre, nous, maintenant, grâce à l'IA, on va justement plutôt essayer de viser de moins être dépendant des gros, par exemple. Moi, j'ai un de mes objectifs, c'est de réduire totalement ma dépendance avec Microsoft. Ça va permettre justement de remplacer des outils et de les avoir en maîtrise chez moi, parce que maintenant, le coût de développement de ces plateformes-là sont importantes. Par contre, un point important que je dis, j'ai changé ma manière de make or buy depuis qu'il y a l'IA qui est arrivé. Et maintenant, ce qui va me faire passer en buy, c'est de réfléchir pas à juste un produit. Je vais plutôt rechercher une structure qui va m'apporter soit de la data, soit un service complémentaire que je n'ai pas en interne. Et si c'est juste pour me proposer une plateforme qui va me gérer ci ou qui va me travailler ça, je vais la travailler moi-même, j'aurai la maîtrise. Mais c'est vraiment sur ces points-là qu'il faut justement que les startups travaillent. C'est quel service supplémentaire j'apporte ou quelle data je peux justement apporter parce que voilà, je vais être spécialisé là-dedans. Très chouette. Maxime, ouais. Non, merci, je voulais remettre du coup un éclairage par rapport au livrable, c'est l'incarnation de la transfo IA par des dirigeants de TI qui, quand ils le portent ou elles le portent, en fait, peut vraiment créer un changement systémique dans l'entreprise. Et ça pourrait être le facteur différenciant ou l'élément déclencheur pour une transformation plus complète, y compris avec des startups. Si le dirigeant le comprend et l'incarne, il faut peut-être pousser ça, en tout cas, pour créer plus de ponts entre la startup et la Startup Nation et les ETI. Ouais, d'accord. Nicolas, je crois que tout à l'heure, tu avais levé la main, tu l'as rebaissé, je sais pas, ou alors on a répondu. Ou… Je crois qu'on a répondu à ma question. Ok, bon bah nickel. D'autres points? C'est vrai que c'est pas mal d'échanger tous ensemble comme ça, un peu à bâton rompu, parce que ça fait émerger aussi les choses et puis c'est une prise de conscience, quoi. Mais on part vraiment de loin. Enfin, moi, je dirais, on part de loin. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que les ETI ne sont pas du tout à l'IA et que c'est un vrai sujet de compétitivité nationale, voire européen, que les Allemands, les Italiens vont nous mettre une petite avance dans la vue et à rattraper, ça va être compliqué, quoi. Donc, c'est comment est-ce que collectivement, effectivement, on arrive à éviter ça. Alors moi, j'en ai encore reparlé hier à l'Élysée avec Grégoire Poton. J'ai parlé la semaine dernière avec Serge Papin parce qu'eux, ils pilotent la stratégie Nation ETI, le ministère de Papin. C'est pareil, on en a parlé avec la DGE, etc. Mais bon,
Voilà, comment est-ce que j'aimerais bien que le métier monte un peu plus à bord. Malheureusement, ils n'ont pas voulu monter avec nous à bord là, mais le métier et les clubs ETI, je pense que ce sont les premiers en première ligne et malheureusement, ils ne s'associent pas à des acteurs comme nous, alors que collectivement, je pense qu'on a tout à y gagner tous ensemble de s'allier parce que nous, on connaît la tech et l'INO, eux connaissent les ETI et les ont entre les mains. Et ça, ensemble, bah, ça ferait quelque chose d'un peu chouette, quoi. Pascal, vas-y. Ah, Pascal, j'avais pas vu que tu étais là, génial. Ah, t'es en mute. J'ai hyper chaud, excusez-moi, je suis super Ah, mal coiffée, tout ce que vous voulez. Et moi, je suis mal une, j'ai mis le petit ventilo, là. Donc, non, je voulais juste dire que c'était super les témoignages, puis je voulais vraiment vous remercier, c'est un travail intéressant sur lequel on va communiquer. Alexandra, vous avez fait un beau boulot avec des moyens pas simples, hein, parce qu'il faut vraiment que les dirigeants aient de la dispo pour pouvoir répondre. Moi, je voulais juste vous dire qu'on a une petite fenêtre de tir, on a obtenu une enveloppe aux ELIA, quelques millions d'euros, qu'on va mettre à fond sur des diag IA, qu'on va mettre à fond sur des accélérateurs, ces fameux programmes de 18 mois, IA et industrie, IA tout court pour les autres segments d'entreprise. Franchement, profitez-en, ceux qui peuvent, profitez-en parce que la ressource publique est rare. Et c'est vraiment des super programmes. Là, on a lancé une promo IA et industrie, elle s'est remplie tout de suite, quoi. Donc, bon, le programme, il coûte 39 000 euros de reste à charge. Je sais bien, c'est un reste à charge, mais franchement, parce qu'après, vraiment, on n'aura plus d'argent public, quoi.